gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000 connexions. Vous avez cassé Erika et toi? Comment tu sais ça? Pas besoin de chercher bien loin, tout est sur Facebook, le site internet le plus contagieux de la planète. On y crée son profil et hop, on peut y étaler sa vie et commenter celle de ses amis. Une idée de génie née sur le campus de Harvard dans le cerveau de Mark Zuckerberg en 2004 est déjà sur grand écran et un succès foudroyant légèrement angoissant. Sur internet, on n'écrit pas au crayon à papier, on écrit à l'encre. Et tu as publié qu'Erika Albright est une salope, juste avant de parler sans rien savoir et de cracher sur mon nom de famille germanique, ma poitrine, et enfin de classer les femmes en fonction de leur torridité. T'écris tes saletés de faux cul depuis une chambre obscure parce que c'est ce que les frustrés font de nos jours. Les frustrés sont plus de 500 millions aujourd'hui. Parmi eux, de plus en plus de jeunes que tente de sensibiliser Véronique Fima pour l'association Action Innocence. Là où ça peut être dangereux, c'est que n'importe qui, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, utilise Facebook pour raconter leur vie personnelle, leur vie privée, et que ça pose la question des traces qui vont être laissées sur Internet. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des règlements de compte qui se font via Facebook. Donc c'est la création d'un groupe contre un élève ou contre un professeur qu'on n'aime pas. Et ce que les élèves ne comprennent pas, c'est à partir du moment où leur profil est en mode privé, ils ne comprennent pas que ça puisse être un espace de communication publique. Il faut dire que la frontière n'est pas très nette. Patricia et ses 2 collègues l'ont appris à leurs dépens malgré 15 ans d'ancienneté. Oui, j'ai été licenciée pour faute lourde suite à des propos sur Facebook. Disons que comme notre employeur souhaitait notre départ et qu'il ne trouvait rien sur notre lieu de travail à nous reprocher, il a été cherché dans notre vie privée. Facebook, c'est devenu de l'espionnage, quoi, voilà. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à n'importe quoi sur la vie privée de tout un chacun et s'en servir à ses détriments, quoi. Et c'est ça qui est dommage. En se nourrissant de nos penchants exhibitionnistes et voyeuristes, Facebook est devenu en quelques années la plus grande base de données mondiale. Un Big Brother entre amis face auquel Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait quand même annoncé sa grossesse sur ce même réseau social, tente d'opposer un droit à l'oubli. Et le droit à l'oubli, c'est cette idée que il ne faut pas que la mémoire de tout, et notamment des choses un peu personnelles, soit éternelle. La société, elle est fondée quelque part sur une part d'oubli. La mémoire même, elle fonctionne par tri, elle fait droit à l'oubli. Dans l'ordre judiciaire, il y a la prescription. Il faut pouvoir oublier des choses pour vivre en société et il faut qu'Internet puisse s'organiser pour faire droit à des demandes, à désindexer, et à effacer des choses qui ont été mises en ligne et qui n'ont plus de sens. Un principe qui semble minimum, mais auquel Facebook a pour le moment refusé de souscrire. Olivier Levard, Jérôme Bouteiller, bonsoir. Nous venons de voir un sujet de Céline Joly à propos de la polémique récurrente sur le réseau Facebook qui a été ravivée par la sortie d'un film que vous avez certainement vu, David Fincher, Social Network, où on apprend que le réseau social qui compte déjà près de 500 millions d'adeptes est peut-être né d'une déception sentimentale. Enfin, on ne sait pas si c'est la légende ou pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Facebook est un réseau planétaire, un outil de communication qu'on dit intéressant, vous nous direz pourquoi, mais qui a tendance quand même à estomper la frontière entre la vie publique et la vie privée. En tout cas, c'est ce qui nous a conduit à nous poser cette question. Faut-il avoir peur de Facebook? Alors, Jérôme Bouteiller, vous avez écrit « Bienvenue sur Facebook ». Le mode d'emploi chez Albin Michel. Alors, je cite vos comparses, Claire Germouti et Karine Papillon. En fait, c'est un Facebook pour les nuls, quoi. Oui, je sais, c'est un mode d'emploi, effectivement, pour aider les gens à découvrir ce réseau social et à s'y lancer simplement. Alors, vous êtes un pionnier des médias en ligne. Vous êtes journaliste sur eBusiness TV. Exactement, oui, Web TV. Voilà, Web TV. Et vous avez donc écrit ce livre. Vous êtes peut-être plutôt favorable. Ou si je vous pose la question, faut-il avoir peur de Facebook? Qu'est-ce que vous dites? Je dirais effectivement plutôt non. Ouais, vous direz plutôt non. Et vous, Olivier Levard, alors vous avez écrit avec Delphine Soulas,
Facebook, mes amis, mes amours, mes emmerdes, la vérité sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si ça chante votre titre là. Il faut se méfier de Facebook. Alors je ne sais pas si on pourrait faire ça en chanson. Oui, d'accord. Alors c'est publié chez Michelon. Et vous êtes journaliste à TF1 News. Le site internet de TF1. Voilà, le site internet de TF1. Alors vous, si je vous pose la question, faut-il avoir peur de Facebook? Qu'est-ce que vous dites? Il faut certainement avoir peur de Facebook, l'entreprise. C'est un outil exceptionnel, je pense qu'on pourra en parler. Oui, mais il y a quand même les emmerdes. C'est beaucoup d'emmerdes. Ah, c'est beaucoup d'emmerdes. Bon, vous allez nous expliquer ça. On peut dire quand même que bon, Facebook, c'est un peu comme Janus, il y a une face sombre et une face lumineuse. On va peut-être commencer par la face lumineuse. Alors, en quoi est-ce lumineux Facebook et en quoi c'est l'avenir? C'est un trombinoscope universitaire qui est devenu effectivement en quelques années un moteur de recherche d'internautes. Moi j'ai souvent tendance à dire que Google a réinventé les pages jaunes et Facebook a réinventé les pages blanches. C'est un outil extraordinaire dont aujourd'hui on ne peut plus vraiment se passer. C'est tout à fait juste. Facebook c'est un outil extraordinaire. Le problème c'est que cet outil c'est même un très beau paquet cadeau. On a envie de l'ouvrir. Ça permet de communiquer comme jamais avec ses amis, avec sa famille, éventuellement avec ses collègues de travail. Sauf que cet outil vous est offert par une entreprise qui, comme toutes les entreprises, c'est pas indigne, a besoin de gagner de l'argent et que pour gagner de l'argent, l'entreprise Facebook est prête à tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que cette entreprise, elle fait pas des burgers, elle s'occupe de votre vie privée et c'est pour ça que très vite, ça devient très dangereux. Un gros business, 1,5 milliard de chiffre d'affaires de publicité pour cette année. Alors est-ce que c'est ça qui la condamne, le fait que ce soit une entreprise qui veuille faire de l'argent? Non, et c'est un média qui est devenu planétaire, un média avec 500 millions effectivement d'utilisateurs, donc c'est effectivement un chiffre d'affaires en rapport avec cette audience planétaire. Après, reprocher à Facebook d'utiliser les données personnelles, c'est leur matière première, donc je pense que c'est un faux procès. Alors effectivement, il faut l'encadrer, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'excès, mais voilà, c'est leur matière première, de même qu'on ne reprocherait pas à un annuairiste d'utiliser les données personnelles des gens, je ne vois pas pourquoi on le reprocherait à Facebook. Alors quand même, on peut leur reprocher, non? C'est normal que Facebook utilise des données personnelles pour faire de la publicité notamment. Le problème, c'est que Facebook n'est pas une entreprise transparente, c'est toujours une entreprise qui avance masquée. Tous les 6 mois, on a un grand raout, Facebook fait un roulement de tambour et dit ça y est, pardon, on a été des bouses jusqu'à maintenant, on a été pourris, la honte. Mais maintenant, le nouveau Facebook est arrivé, nous avons découvert le respect de la vie privée, regardez, et hop, on a des pop-up, des petites fenêtres qui s'ouvrent dans Facebook avec nouvelles fonctionnalités pour la vie privée. Et ben en fait, c'est juste un moyen d'ouvrir toujours plus vos profils, vos données privées, parce qu'une plus grande ouverture, ça veut dire plus de pages de publicité et donc plus d'argent pour Facebook. C'est le péché originel un peu de Mark Zuckerberg, et on le voit très bien dans le film de Social Network, c'est d'avoir commencé le site un peu en hackant les serveurs de Harvard. Oui. Il a piraté, mais c'était pour lancer FaceMatch, qui était l'ancêtre de Facebook. Enfin, c'était pour par la suite, Facebook, effectivement, s'est lancé et les gens qui s'y sont inscrits l'ont fait volontairement. Donc on ne va pas reprocher ensuite à Facebook d'exploiter des données. Il a volé des données à personne. Les gens les ont saisies en s'inscrivant à Facebook. Donc, vous étiez conscient de ce qu'on allait en faire? Évidemment. Non, c'est tout le problème. C'est-à-dire que les gens sont arrivés sur Facebook parce que c'était bien, tout simplement, parce que c'est utile, on l'a dit, parce que pour dialoguer avec ses amis, échanger des photos, c'est extraordinaire. Mais est-ce que parce qu'une entreprise vous rend un service, vous devez vous mettre à genoux devant elle et accepter tout et n'importe quoi? Il ne s'agit pas de se mettre à genoux. Il y a des produits qui cartonnent sur Facebook qui sont les applications. C'est des jeux, c'est des quiz et tout le monde adore les faire. Le problème, c'est que sur Facebook, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous faites un quiz, eh ben vous devez accepter qu'on aille regarder dans vos données personnelles. Comme pour n'importe quel média, on va pas reprocher à une chaîne de télévision de diffuser de la publicité. Oui, sauf que TF1 ne sait pas ce qui se passe chez moi. Ils n'ont pas des caméras chez moi. Est-ce que le gros problème de Facebook, c'est sa mémoire? C'est que rien ne s'efface sur Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les problèmes qui sont posés presque viennent que vous avez pu déposer à un moment donné sur Facebook une soirée un peu arrosée, une photo un peu délicate qu'on va revoir 10 ans après même. Cette question-là, elle n'est pas spécifique à Facebook, elle existe depuis qu'il existe Internet, qu'il existe des outils de publication. Alors à l'époque des pages perso, il y avait ce genre de débat, à l'époque des blogs, il y avait ce genre de débat. Effectivement, aujourd'hui avec Facebook, la question redevient aiguë, mais elle n'est pas spécifique à Facebook. Et Facebook, effectivement, a tendance à supprimer les données en 2 temps. Il y a une première phase de désactivation, puis une phase de suppression. Traîne des pieds, on va dire. Traîne un petit peu des pieds, c'est vrai, parce que c'est, comme disait, leur matière première. Et puis il y a aussi des questions qui sont compliquées. Par exemple, quand on parle de droit à l'oubli, les pouvoirs publics proposent une charte. Facebook ne l'a pas encore signée, mais bon, en tout cas, c'est des questions vraiment d'actualité, des questions du 21e siècle. Et Facebook est une boîte encore très jeune, donc ne faisons pas des procès précipités, en tout cas. Et d'ailleurs, on voit bien que sur une des rares avancées, on essaye de faire une charte. Et ben, Facebook est absent. Facebook ne répond jamais à la presse. Facebook ne répond jamais aux politiques. Facebook ne répond jamais à la justice. Il y a ce problème de la mémoire. Facebook répond à la justice de son pays. Non, alors j'ai encore eu récemment
notamment une procureure au téléphone qui me disait Facebook, il n'y a pas de personne morale en France, on n'arrive pas à les poursuivre et même la police n'arrive pas toujours à rentrer en contact avec eux. Mais c'est vrai, sauf que théoriquement, ils sont responsables devant la justice. Oui, mais je suis persuadé que la police chinoise ou iranienne dit la même chose et on trouve formidable que quelquefois les entreprises soient indépendantes des polices locales. Alors effectivement, en France, ça peut être considéré comme un problème que c'est des boîtes américaines et puis il n'y a pas de frontières sur Internet. Donc effectivement, il peut y avoir ce genre de problème. Mais j'ai quand même l'impression qu'aux États-Unis, en tout cas qui est le pays aujourd'hui de Facebook, quand la justice leur envoie une injonction, ils y répondent. Oui, mais on parle aussi de haine médiatique, enfin de haine informatique. Parce que sur Facebook, il y a des groupes qui se constituent pour attaquer ou des personnes ou d'autres groupes. Tout comme sur Internet. Et c'est vrai que ce sont des débats qui sont très anciens. On n'a pas forcément la même approche, la même définition de la liberté, de la censure en fonction des pays. Donc on fait effectivement ce procès à Facebook. C'est vrai qu'il y a des pratiques en France qui ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis ou en Chine. C'est une boîte qui, rappelons-le, qui a à peine 6 ou 7 ans, qui a à peine 1000 salariés, ce qui est relativement peu compte tenu de leur chiffre d'affaires. Et moi, je ne veux pas les diaboliser. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Après, ils peuvent être aussi submergés et pas réagir à temps. On a vu un jeune handicapé qui a été attaqué par un groupe qui demandait, vous savez bien, son élimination. On peut imaginer que le choc que ça peut représenter. J'ai de Facebook depuis le début, mais sur ce point-là, Facebook ne peut pas être responsable de tout. Oui, non, les apéros Facebook, si les jeunes ont envie de se retrouver, de se picoler, de se servir de Facebook, ils n'y peuvent rien. Il viendra à l'idée à personne d'attaquer France Télécom parce que vous tenez des propos scandaleux au téléphone. Vous voyez, c'est un outil. Après, les gens peuvent avoir une utilisation effectivement un peu borderline. Est-ce qu'on pourrait attaquer France Télécom si jamais tous les gens dans notre annuaire de téléphone mobile, ils vous disent OK, on vous file un mobile, mais tous les numéros que vous avez dans votre portable, on les partage avec tous vos amis. Bah non, vous ne seriez pas d'accord. Et pourtant, c'est bien souvent ce que fait Facebook, c'est-à-dire de vous imposer sa vision de la vie privée. Ce qui est dommage. Les arnaques sur Facebook, vous allez me dire que c'est comme sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des faux Facebook, les gens viennent... Moi j'ai essayé de vendre un téléphone portable effectivement dans la place de marché de Facebook et j'ai un Nigérian qui m'a contacté et je l'ai senti un peu douteux. J'ai fait attention. On commence à connaître. Enfin, ce sont aussi de nouveaux types d'escroqueries. L'autre, là, non, l'escroquerie typique de Facebook, c'est l'ami perdu qui vous téléphone en disant « faut m'envoyer de l'argent ». C'est parce que vous êtes connu peut-être. Non, mais j'ai lu vos livres, monsieur, j'ai lu vos livres. Quelqu'un peut s'amuser à choisir un ami dans votre profil, à pirater son compte, à dire « j'ai perdu mon téléphone, je t'écris de Bangkok où je suis en vacances, appelle Western Union, là il me faut 2000 € dans les 10 minutes ». Non, mais c'est bien de prévenir. Et ça marche parfois. Faut pas qu'il y ait d'argent entre les amis. Hein, faut pas... Alors l'avenir de Facebook, la projection de Facebook, parce qu'il y a quelque chose de très important, ce qui se profile, c'est cette publicité ciblée. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et les dangers de cette publicité ciblée? Quand on s'inscrit à Facebook, par exemple, on donne son âge, on donne son sexe, on donne la ville dans laquelle on habite et de la même manière, on permet aux annonceurs de Facebook de cibler les utilisateurs en fonction de son âge, de son sexe ou de sa ville. Le problème, c'est que sur ce terrain-là, encore une fois, Facebook a multiplié les mensonges. C'est-à-dire que vous allez voir les dirigeants de Facebook quand ils acceptent de vous répondre et on vous répondra de manière très posée. On ne cible pas les gens sur leur religion, sur leur sexualité et sur 2 ou 3 autres critères qui sont un peu touchy. Sauf que quand après vous vous faites passer pour un publicitaire et vous utilisez les outils de ciblage de Facebook, c'est étonnant, mais je peux cibler les 17 000 homosexuels qu'il y a sur Paris. Et quand après vous montrez ça à Facebook, ils vous disent ah oui, on est désolé, sauf qu'ils vous ont menti, ils le savent très bien. C'est vrai qu'aux États-Unis, on peut cibler selon les préférences sexuelles, selon les préférences politiques, et ça a été par exemple utilisé par les démocrates qui ciblaient les républicains ou les républicains qui ciblaient les démocrates pendant la campagne avec Obama. Il faut rappeler que le cofondateur de Facebook a fait gagner Obama aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'était très utile. En France, c'est interdit, on n'a pas le droit de demander les préférences sexuelles ou politiques, et c'est vrai que la plateforme publicitaire est en train de faire un peu machine arrière, mais il faut aussi rappeler que c'était une plateforme globale et pas spécifique au marché français. Quelque chose qui est désespérant, c'est que les responsables vous disent que juridiquement, on ne peut rien. On parle, est-ce que c'est un fantasme? Enfin, elle existe sûrement d'une police de Facebook, je crois qu'il y a 150 personnes. Mais comment on peut, avec 150 personnes, surveiller tout Facebook? On ne peut pas. Voilà, on est d'accord. Donc c'est un peu... Moi, je crois que sur Facebook, la surveillance, elle vient effectivement de ses proches. On a souvent fantasmé sur Big Brother. Facebook, c'est plutôt Small Brothers. Tout le monde surveille tout le monde. Effectivement, quand les proches, la famille, les amis observent des excès, si c'est des amis ou des proches, on peut effectivement leur demander d'intervenir. Vous êtes très sartrien, l'enfer, c'est les autres. En tout cas, sans doute, mais de toute façon, c'est déjà difficile d'élever ses gosses, alors je suis pas sûr que le problème soit Facebook. La police de Facebook est très efficace quand il y a un fait divers. En Angleterre, pendant des mois, les associations de protection des mineurs leur ont demandé quelque chose de simple, de pas coûteux, mettre un petit bouton quand un mineur se fait harceler par un majeur, un pédophile, il peut appuyer pour le signaler, dire attention, je suis peut-être en danger. Facebook a toujours dit non. Il y a eu un viol sordide en Angleterre, une semaine après, Facebook a réagi. Pareil avec les homosexuels,
Depuis des mois, des associations dénonçaient des groupes ultra-violents avec des appels au meurtre contre les homos. Facebook n'a jamais rien fait, sauf qu'en ce moment, il y a une polémique avec les médias aux États-Unis d'un jeune gay qui s'est suicidé à cause de pression sur Internet. Et depuis une semaine, Facebook appelle les associations gays aux États-Unis et même en France. Donc voilà, c'est un pragmatisme, une sorte de pragmatisme. Qui réagissent à la pression des médias, effectivement. Ouais, alors comment vous concluriez aujourd'hui pour parler de Facebook et répondre à cette question? Est-ce qu'il faut avoir peur de Facebook? Vous avez répondu au début. Non, il ne faut pas avoir peur de Facebook, mais effectivement, c'est quelque chose qui concerne aujourd'hui le quotidien de plus d'un tiers des Français. Donc c'est vraiment gigantesque et il faut apprendre à vivre avec. Il ne faut pas être naïf, il faut de la pédagogie. Et en tout cas, pour les mineurs, il faut certainement effectivement que les parents s'y intéressent et comprennent que y a parfois effectivement des lignes rouges à ne pas franchir. Donc de la pédagogie et on apprendra tous à vivre avec. Olivier Levard. Aimez Facebook, utilisez beaucoup Facebook, mais ne faites jamais, jamais, jamais confiance à Facebook. C'est ça le gros danger. Voilà, ce sera la phrase de conclusion. En tout cas, si on veut beaucoup plus en savoir sur Facebook, on lit vos livres. Olivier Levard, Delphine Soulas, Facebook, mes amis, mes amours, des emmerdes. La vérité sur les réseaux sociaux, c'est chez Michalon. Ce Facebook pour les nuls, c'est Jérôme Bouteiller et Claire Germouti. Karine Papillon, c'est chez Albin Michel, ça s'appelle Bienvenue sur Facebook, le mode d'emploi. Et vous ne voudrez pas, monsieur, citer la véritable histoire du fondateur de Facebook. C'est adapté au cinéma par David Fincher, c'est Social Network. Et ce livre qui est publié chez Max Milo me conforte dans l'idée que tout ça, ça a été fabriqué pour se rapprocher des filles, n'est-ce pas, messieurs? Sans doute. En tout cas, moi, ça a marché. Merci, bonsoir.